Vous écoutez Détresse et nostalgie, un livre écrit par Yolande Bastarache et lu par la voix modélisée de Ingrid Falaise. Détresse et nostalgie. J'écris un livre de cris et d'amour. La mort est venue au milieu de la journée, là où le soleil est à son plus haut. Elle n'est pas venue doucement, et je n'ai pas su l'arrêter. Elle a rempli la chambre d'un mur à l'autre du plafond au plancher. Partout elle crie, et je crie avec elle, je crie à plein poumon. Les larmes ne s'arrêtent plus. Je ne veux plus bouger, je suis là, près de la mort, et je ne veux pas cet instant. La terre n'est plus là, le ciel ouvre sa porte. Je veux croire qu'il y a une autre vie. Je veux croire que le cri ne restera pas infini. Le cri continue, continue, après que la voix n'a plus de son. Le cri reste en moi, les cris restent en moi. Je me suis rendu compte d'une chose. C'est à quel point je tiens à ma vie avec ma famille. Cela ne veut pas dire que ma peine n'existe plus, mais j'apprécie ce que j'ai, malgré mon malheur. Avec Michel, j'ai réussi à créer une vie, une atmosphère de vie normale, où il y a beaucoup d'amour. Et c'est bien cet amour qui change tout. L'amour pour mes enfants, l'amour qui nous vient d'eux, l'amour entre nous deux, l'amour entre nous quatre. C'est notre vie qui est la meilleure. Je suis libre et j'ai fait mes choix. Vivre avec mes enfants, c'est être proche du bien. Ils sont si doux, si bons, si pleins de grâce et sans méchanceté qu'il me semble que c'est cela la bonté, l'humanité, la divinité, ou un état tout proche. C'est bien étrange. Lorsqu'ils me font un sourire, c'est toujours sans penser à ce que cela leur apporte. Je reste surprise par le degré d'incompréhension de certaines gens. D'aucuns croient qu'on peut juste penser à autre chose. Comme si l'on pouvait se dire que le fait d'avoir perdu ses enfants, c'est fini maintenant, et qu'il faut se construire une autre vie. Comme si l'on pouvait ignorer ce qui est arrivé à nos enfants, comme si l'on pouvait oublier. Comme si le malheur, la souffrance que l'on ressent ne sont pas assez grands pour nous arrêter de vivre. Comme si la peine ressentie n'est pas assez profonde pour avoir le cœur brisé à jamais. Nous sommes vraiment seuls dans la vie, même à deux. Le salut est dans l'action. Le bébé de 6 mois ne peut attendre que sa mère soit reposée pour s'occuper de lui. Il a besoin d'elle sur le moment. Donc j'écris. J'écris un livre de cris. Crier, crier, c'est tout ce qu'il me reste à faire. Crier au bout de mes forces, refuser cette injustice de vivre avec la mort d'Émilie et de Jean-François. Yolande Bastarache. D'où je viens? Par où commencer une histoire d'amour et de tragédie que l'on veut enterrer parce que trop ancienne pour certains, trop récente pour d'autres? Comment taire une voix humaine qui chante sans arrêt un chant d'une tristesse éternelle qui reste dans mon oreille, dans mon âme, qui ne veut pas me laisser vivre en paix? C'est comme un poème qui fait partie de mon être, qui est moi, mon identité, ma misère, mon bonheur. Connaître pour mieux oublier. Connaître pour mieux vivre. Connaître pour que les questions restées sans réponse trouvent une lumière, pour que cette lumière fasse partie de nos vies respectives, de ma vie. Comprendre son passé pour avancer vers l'avenir. Nous sommes venus au monde, moi et mon monde, après la Seconde Guerre mondiale. C'était la Deuxième Grande Guerre. Je ne me souviens plus quel âge j'avais quand, à mon grand étonnement, comme enfant, j'ai appris qu'un membre de ma famille, mon monde, le frère de ma mère, s'était rendu là-bas, dans les vieux pays où la guerre avait sévi. Personne ne parlait ouvertement de ce fait. Peu de temps après avoir pris connaissance de cette étrange nouvelle, je me retrouvais chez lui, en visite, avec ma mère. Un homme en chair et en os qui vaquait à ses affaires comme s'il n'avait jamais tué personne. J'étais impressionnée. Il me semblait appartenir à un autre monde, méchant. Je le regardais avaler un œuf cru après avoir perforé un bout de la coquille brune. Avaler un œuf de cette façon m'a paru un acte des plus barbares. Je ne pouvais plus le regarder de la même manière.
Je me concentrais sur cet impressionnant personnage pour qui j'avais du chagrin en pensant à ce qu'il avait vécu et qui demeurerait secret. Mon oncle parcourait le village sur une moto rouge Bourgogne avec un casque de cuir et des lunettes lumineuses comme des fonds de bouteille. Je n'avais jamais vu quelqu'un porter cela auparavant. C'est parce qu'il a été à la guerre, m'a dit ma mère sans me regarder, pour indiquer qu'il ne fallait pas en parler. C'est là aussi où il a pris cette habitude de manger des œufs crus et de voyager à moto. Ma mère excusait son frère qui n'avait pourtant pas besoin d'être excusé auprès de nous, les enfants, qui l'aimions bien parce qu'il était différent, tout autant que parce qu'il était généreux, doux et taquin. Il s'intéressait à nous comme si nous étions du vrai monde et avait toujours une histoire à raconter ou un tour à jouer. Stella, ma mère, aimait beaucoup son frère, mais lui reprochait son côté adolescent peu raffiné, ce qui ne l'empêchait pas d'apprécier ses visites à l'improviste. Il entrait sans façon et se tirait une chaise au bout de la table tout en enlevant le casque qui révélait ses cheveux châtains clairs. Stella lui servait une tasse de thé. Il acceptait seulement un gâteau. Il mangeait très peu depuis qu'il était revenu des vieux pays. La conversation était presque toujours polie, comme s'ils étaient des étrangers plutôt que frères et sœurs. Pourtant, une vraie douceur existait dans cette relation courtoise. Chacun se préoccupait de l'autre sans empiéter sur son terrain très privé. C'était un grand homme aux pommettes proéminentes qui pouvait peut-être révéler un ancêtre autochtone. La possibilité avait été évoquée un jour, pendant les discussions d'adultes, qu'on ne devait pas écouter, nous, les enfants. De toute manière, la brise avait aussitôt apporté tout cela loin de notre conscience. Stella parlait peu de sa famille et nous étions trop jeunes pour l'interroger sur le sujet, même si je souhaitais connaître cette généalogie d'oncles, de tantes, de cousins, de grands-parents et même de voisins et d'amis qui s'inséraient dans mon monde. C'était une vie remplie à ras-bord. J'avais 4 ans. Nous allions déménager dans une nouvelle maison en plein centre du village. Une grande maison blanche à volets rouges, de 2 étages, 4 chambres à coucher, 2 salles de séjour, une salle à manger, une cuisine. Une maison où beaucoup de lumière entrait par les longues fenêtres anciennes à carreaux. « Il fait beau ici », avais-je dit à la dame qui nous faisait visiter ce palais blanc, à mes parents et moi. Étrangement, j'avais dit « il fait beau » et non « c'est beau ». Mes parents devaient être du même avis puisque, quelques mois plus tard, nous nous y installions avec ma sœur plus âgée. Cette maison était un pur bonheur. J'ai tout de suite commencé l'exploration de ses pièces, de son escalier avec la rampe en bois sculpté, de ses fenêtres. Le grenier restait mystérieux, tout comme le sous-sol, les 2 espaces m'étant interdits. Je passais d'une pièce à l'autre, d'une fenêtre à l'autre, du corridor à l'escalier, pour découvrir le monde de ma maison. J'aimais tout de cette demeure, surtout la clarté lumineuse du soleil qui se glissait par les carreaux des fenêtres à différents temps de la journée pour éclairer le tapis gris du salon et le prélard rouge de la cuisine. Un énorme lierre se balançait sur le mur extérieur après s'être accroché jusqu'au toit. Ses longues tiges ornées de feuilles vertes, jaunes et rouges, selon les saisons, décoraient les colonnes des fenêtres et du porche d'entrée. On les apercevait de l'intérieur. Tout cela, comme les fleurs bleues, était devenu mon jardin. Je connaissais toutes les fleurs, les plantes et les feuilles tourmentées. J'aimais m'y étendre vers 4 heures de l'après-midi, quand le soleil déposait son carré de lumière chaude et invitante sur le jardin qui éclatait de vie. La petite fesse. La neige crée un paysage merveilleux. La maison est remplie de décorations, de biscuits, de couronnes de Noël et de musique. Les soirs d'hiver, avant la télévision, on écoutait René Le Cavalier décrire les parties de hockey à la radio. J'aimais plutôt aller marcher sur la côte, le long de la mer, et m'imaginer que j'avais un futur ailleurs. Je pense au souper et au dîner de maman qui nous attendait toujours, assise devant la fenêtre du salon. Je pense au voyage à Moncton, aux lumières, aux feux de circulation. Je me rappelle les voyages à Montréal. Ce trajet était long,
plein de découvertes, de paysages, de maisons québécoises, de petites cabines, de motels, mais surtout, il menait au plaisir d'une grande ville. J'aimais mon village, son couvent, son église, son presbytère, les magasins, la caisse populaire, le cinéma, le quai et son usine à poissons, l'île de Caraquet, Sainte-Anne-du-Bocage et la côte le long de la mer. Les jardins des voisins, la détente, la compagnie de ma grand-mère, beaucoup de jeunes avec qui s'amuser. Comme si nous n'étions pas assez isolés, mon père a acheté un camp de pêche aux abords d'une rivière. J'y ai encore plus découvert la nature. Je me laissais dériver sur la rivière et quand je me sentais assez loin et assez seule, je chantais. Le soir, je faisais un feu sur la rive après avoir rassemblé des branches sèches dans la forêt. Les tempêtes, les orages de tonnerre dans cette bicoque mince comme du carton. Le tonnerre résonnait à tout défaire. Il claquait dans nos oreilles comme on ne l'avait jamais entendu. Maman brûlait des rameaux dans le poêle à bois, y croyant à moitié. Mon père? Pas du tout. Tous dans le lit avec mon père. Ma mère seule, debout, avec ses rameaux. Papa voyage. Maman s'ennuie. Maman qui cuisine, lave, reprise, nettoie, coude. Maman qui nous fait repasser nos leçons à haute voix. Maman qui jardine, qui coupe le gazon. Mon père aussi, quelquefois. Maman qui peinture, appelle quelqu'un pour faire une réparation. Maman qui garde les liens avec la famille, les voisins. Maman qui panse les plaies et qui nous soigne quand on est malade. Maman qui toujours, s'inquiète. Maman plie les chemises blanches bien repassées de papa et les place dans la valise, beige comme un chevreuil. Les cahiers de mon père sont remplis d'une écriture longue et penchée, tellement belle et ordonnée que l'on dirait qu'elle a été programmée par une machine. Des plaies profondes marquaient l'âme de mon père. Il a fait une dépression à 11 ans, mais il a eu le soutien de ma mère. Mon père n'était pas très religieux, mais nous allions à la messe le dimanche. Le midi, c'était le dîner dominical. Au fait, on prenait le repas dans la salle à manger qui devenait pour nous une salle de banquet. Maman sortait sa plus belle vaisselle et ses petits plats laqués d'argent. À Noël, les chandeliers illuminaient la salle de notre banquet familial de leurs feux magnifiques. À ma fête, maman fermait la salle à manger pour la journée. Je ne devais pas y mettre les pieds. Quand elle l'ouvrait à mes amis et à moi, nous découvrions une merveille. Des rubans colorés, des boissons douces et sucrées, des pistes cueillies décorées, un gros gâteau décoré de sucre à glacer en forme de fleurs et des cadeaux. C'était extraordinaire. Là, pour un instant, je me sentais supérieure d'avoir une telle mère. J'étais fière d'elle. Elle avait impressionné mes amis. Et moi. J'étais elle. Elle était moi. Nous étions cette fête, ma fête, sa fête. Elle me regardait en souriant et je la regardais avec des yeux émerveillés, pleins de tendresse, et la musique ajoutait à l'ambiance de bonheur complet. Même ma robe était sa création et je l'aimais, cette robe, et ma mère. La robe rose était celle de ma sœur, fabriquée avec le tissu à la mode, le carreau Brigitte Bardot. Quand son frère est mort, maman a pleuré, beaucoup. Quand sa sœur est morte, elle a aussi beaucoup pleuré. Elle avait l'air si fragile alors. Je ne voulais pas qu'elle pleure pour toujours. Elle n'a pas pleuré toujours. Elle se relevait et s'essuyait les yeux et continuait sa routine, mais paraissait un peu détachée de nous. Je savais qu'elle pensait à lui, à elle. Où était-elle, au jour de sa jeunesse? En ce temps-là, je ne pensais jamais à ma mère jeune. Elle avait toujours été du même âge, un âge que je n'aurais jamais pu déterminer. On savait généralement ce qu'elle pensait parce qu'elle le disait. Elle s'exprimait sur les gens, sur ceux qui buvaient trop, sur ceux qui gouvernaient bien ou mal, sur les gens qui faisaient honneur au village en s'occupant des caisses populaires, sur ceux qui ne voulaient pas travailler, sur les pauvres qu'il fallait aider, sur les ridicules qui faisaient trop de manières, sur la musique traditionnelle, le violon qu'elle aimait, sur la bonne nourriture des jardins, sur la propreté et sa maison qu'elle n'arrêtait pas de nettoyer.
Elle se souvenait des humiliations d'être née dans un milieu défavorisé. La femme qui changeait de bord du chemin pour ne pas les rencontrer, elle et sa sœur. L'homme qui était venu chercher le vieux cheval de la famille, là depuis toujours, le jour même de la mort de son père, pour une petite dette de rien du tout. Elle s'en souvenait. Maman avait rencontré papa à Montréal durant la Grande Dépression. Mais elle n'aimait pas son attitude d'adolescent incontrôlé, surtout quand il prenait un verre. Il faisait des niaiseries. Mais c'était un homme qu'elle a mieux connu après et qu'elle a beaucoup aimé. Sans elle, il aurait sombré dans la dépression, l'autre. Mon grand-père paternel avait été pêcheur. Il avait eu une goélette. Durant une tempête épouvantable, il avait sauvé son équipage et son bateau en se mettant à l'abri aussitôt qu'il avait vu des signes d'intempérie dans le ciel. Beaucoup d'hommes étaient morts ce jour-là. On avait retrouvé leurs corps dans les champs, le long de la mer. Des pêcheurs qui n'avaient pas vu venir la tempête assez vite. Un jour de grand chagrin. Au printemps, la vie recommençait. Les couleurs pâles, roses, jaunes, bleus, mauves, les poussins et les lapins, quelle douceur de vivre! Bien sûr, le vendredi saint était toujours noir avec son orage de 3 heures de l'après-midi. Mais le dimanche suivait avec les belles robes et les chapeaux de Pâques. Quelle joie d'enfant! Quelle douceur d'être en famille! Durant l'été, nous regardions des films à la télé, de minuit jusqu'à 2 heures du matin. J'en ai vu beaucoup durant les 2 ou 3 ans de mes vacances d'été pendant mes études universitaires. Maman ne voulait pas que je travaille l'été. Je crois qu'elle se sentait seule et voulait que je reste avec elle. « Tu travailleras bien assez tôt. » Elle avait travaillé toute sa vie et avait commencé trop jeune. J'en profitais pour me perdre dans la nature. De temps à autre, je sortais avec des garçons, nous allions à la patinoire, à des parties, aux petites vues. Je ne pensais pas au mariage. Je voulais avoir une profession et être indépendante, et je ne voulais pas de dettes étudiantes. Là, c'était l'inquiétude totale à ce sujet pour une jeune fille seule. À cette époque, j'aimais écouter les émissions de Jean Cousteau. On y parlait de la biologie marine et je regardais des photos du National Geographic. Je m'intéressais aux livres de sciences. Essayer de comprendre comment la vie se développe, se forme, se déforme. Comprendre la mécanique physique des êtres avec tant de formes, couleurs et grandeurs m'émerveillait. La vie en plein air, la nature, le ciel, comme plafond, m'attirait également, sans oublier les bateaux en mer. L'esprit d'aventure, la liberté, la découverte m'emballaient. Et l'idée de servir à quelque chose sur cette terre, de servir à changer ce qui ne va pas, d'aider à mieux comprendre, c'était aussi un but important. Un homme a marché sur la Lune. John Kennedy est mort alors que j'étais dans l'escalier au collège de Shippagan. J'étais heureuse de l'élection de Louis Robichaud et de celle de Pierre Elliott Trudeau. Mon oncle Léonard n'a pas cru que les hommes avaient vraiment marché sur la Lune. Pour lui, c'était encore du cinéma. Alors que j'avais 19 ans, mon père est mort. Ceci m'a beaucoup bouleversée. Un sentiment de fragilité m'a dès lors habité. Déjà, à 11 ans, la mort de mon oncle Léo, qui avait une grande famille, m'avait profondément troublée. Et avant cela, Néré s'était noyé. C'était la première fois que je faisais face à la mort, et cela m'a rendue inquiète. Plus tard, Nadia a été victime d'un accident de voiture. C'est incompréhensible, mais j'ai eu la sensation de ne pas vouloir appartenir à ces gens à qui des malheurs arrivaient. J'avais ce sentiment honteux que je ne comprenais pas. C'était presque comme si la faute leur incombait qu'ils appartiennent à un monde de pauvres. Mon père m'avait offert un chiot noir et blanc, Pooch, que ma mère détestait parce qu'elle détestait tous les chiens. Elle avait été mordue lorsqu'elle était enceinte de moi. J'ai d'ailleurs 2 taches rouges sur la main, la même cicatrice que ma mère avait sur son ventre. L'été, c'était le temps des festivals. J'ai été la première Sainte Vierge Assomption sur le char allégorique tiré par un tracteur. J'ai été ensuite Évangéline avec le voisin qui me suppliait de participer au festival qu'il organisait avec d'autres gens. Mon père,
fasciné, me suivait avec sa caméra. Les touristes voulaient me faire sourire. Une année, à la fin de la parade, au mois d'août, on m'a oublié quand on a laissé le char dans le champ. J'étais attachée à un poteau. Les bonnes sœurs m'avaient oubliée. Une amie m'a sauvée. Mes lunettes étaient au couvent avec mes vêtements. Il a fallu que je m'y rende à pied dans ma robe bleue et blanc de l'Assomption. L'été, c'était aussi le temps des amourettes. Un jour, quand j'avais 6 ans, un garçon grand, foncé, les cheveux et les yeux très noirs, a insisté pour m'embrasser à la vue de tous sur le trottoir, devant la vieille caisse populaire, alors que nous étions entourés de 5 ou 6 autres enfants qui chahutaient, créant une bousculade un peu désordonnée. Une employée... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.